Comme nous l'avons vu dans le premier épisode consacré à Louis XVI et à la Révolution française, la crise financière qui sévissait en France au printemps 1789 poussa le peuple à demander au roi Louis XVI à être mieux représenté au sein des trois ordres sur lesquels s'appuyait le pouvoir. On est en train de se dire qu'on est exploité, donc on voudrait ne l'être plus. On ne voudrait plus non plus qu'il y ait de lettres de cachet, les fameuses lettres que le roi, comme ça, de droit divin, pouvait signer pour envoyer quelqu'un à la Bastille si on en avait besoin. Donc on réclame plus de justice. Après des semaines d'impasse, le roi ne donnant aucune directive précise, le peuple adopta un objectif différent. Ces nouveaux élus se proclamèrent représentants de la nation et invitèrent les ordres privilégiés, le clergé et la noblesse, à se joindre à eux. Une nouvelle fois, le manque de réaction de la part de Versailles poussa plus loin les revendications. Ce fut l'étincelle qui embrasa la révolution qui couvait. Au moment même où le peuple prend la Bastille, l'Assemblée nationale formée depuis peu prend des mesures fiscales et législatives et impulse des réformes qui s'attaquent à la base de la société française. Son but est de changer entièrement les institutions de la monarchie héréditaire et d'établir une forme de gouvernement toute nouvelle. 3 mois plus tard, le roi sera à terre. Si Louis XVI et Marie-Antoinette avaient mieux compris leur époque, ils auraient sans doute pu trouver leur place dans cette nouvelle construction. Mais il faut croire que ce n'était pas leur destin. Ici, une reine sans éducation mais volontaire et un roi intelligent mais irrésolu ont tout risqué pour préserver le seul rôle qu'ils connaissaient. Ce n'est que lorsque la Révolution eut échappé à leur contrôle qu'ils comprirent que c'était leur vie qui était en jeu. Des événements historiques aussi complexes que la Révolution française ne peuvent être expliqués d'une seule manière. Mais le point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que la France du XVIIIe siècle voulait dans son ensemble en finir avec l'absolutisme. L'absolutisme n'est jamais pratiqué par le roi. L'absolutisme, c'est le fait des ministres qui outrepassent, si vous voulez, la volonté royale, des ministres qui peuvent être prévaricateurs, des ministres, effectivement, la chose n'est pas nouvelle. Et donc, l'absolutisme est le fait, en quelque sorte, du ministère. Mais le roi apparaît toujours comme le père du peuple. Le système politique en vigueur du XVe au XVIIIe siècle avait gardé de multiples aspects du système féodal, en particulier les privilèges accordés à la noblesse et au clergé. Mais peu à peu, il s'en était éloigné, car le pouvoir s'était concentré pour donner naissance à une monarchie absolue. Dès la fin du règne de Louis XIV, les philosophes, le clergé, les contribuables et le Parlement de Paris, tous critiquaient le régime des Bourbons, stigmatisant les guerres imprudentes et coûteuses, la persécution des dissidents religieux et le mépris des libertés individuelles. Plus le temps passe, plus le règne de Louis XIV s'éloigne, plus les Français, grâce notamment à l'encyclopédie, grâce à Rousseau, grâce à tous ces gens-là, grâce à Diderot, plus les Français sont en train de prendre conscience qu'ils sont des êtres humains et qu'ils n'ont pas à être exploités comme des esclaves. L'opposition ne fit que se développer pendant le règne de Louis XV. Ses guerres et sa politique économique affaiblirent le pays, ruinèrent les finances publiques et discréditèrent la monarchie. C'est vers la fin de son règne qu'il prononça la phrase restée célèbre « Après moi le déluge », annonciatrice des troubles qui allaient balayer son successeur. C'est dans cette atmosphère que grandit le futur Louis XVI. Louis-Auguste, duc de Berry, naquit au cours du règne de son grand-père en 1754 dans le magnifique château de Versailles. À la suite du décès de son frère aîné et de son père, il se retrouva soudain à 11 ans, dauphin de France. Les idéaux de raison et de liberté
remettait en question la tradition et les privilèges, fondements sur lesquels reposait le régime des Bourbons. Plutôt que d'instruire le dauphin sur les changements inévitables auxquels il aurait à faire face, ses tuteurs, très conservateurs, cherchèrent à le mettre en garde contre les idées novatrices. Cette éducation, donc, va se raidir parfois, il faut le reconnaître, pour tenter d'endiguer cet esprit des Lumières, considérant que la mission finalement du souverain est une mission qui a été déléguée par Dieu. À la mort de son grand-père, le 10 mai 1774, Louis monte sur le trône et devient Louis XVI. Il n'a que 19 ans. 15 ans plus tard, après avoir fait plusieurs choix malheureux en matière de conseillers et mené une guerre coûteuse en Amérique, il se trouve à la tête d'une France en plein chaos financier. Pour aggraver les choses, l'image négative de la reine constitue une menace pour l'autorité du roi. En 1789, après des tentatives infructueuses de réforme, le roi est forcé de convoquer les États généraux. C'est la première fois qu'ils se réunissent depuis 175 ans. C'est la fin de l'absolutisme en France. Les députés des États représentent les 3 ordres du royaume: le clergé catholique, la noblesse et le peuple ou tiers-État. Le tiers-État comprend tout le reste de la population du royaume, depuis le misérable laboureur, depuis le gagne-denier, jusqu'aux classes bourgeoises les plus élevées. Dans les semaines critiques qui suivent la convocation des États généraux, Louis XVI néglige les atouts politiques dont il dispose. Avec le roi effondré par la mort de son fils et sans Premier ministre pour compenser sa timidité et son indécision, le centre se disloque. Et les luttes de factions entre les différents ordres comblent le vide. Louis XVI ne comprend pas très bien ce qui se passe. Ainsi, par exemple, quand on vient lui dire « Écoutez, les députés du tiers se sont réunis dans la salle du jeu de paume et ne veulent pas en sortir. Ils ont dit qu'ils n'en sortiraient que par la force des baïonnettes. » Louis XVI a dit « Ils veulent délibérer. Qu'ils délibèrent là, qu'est-ce que j'en ai à faire ?» Cet été-là devait être un moment de dialogue et non mener à une impasse. Mais les coffres de l'État sont vides. Les dessins de l'époque reflètent la frustration du peuple opprimé par un système d'impôts injuste, la peur des aristocrates de voir le peuple géant endormi se réveiller, ainsi que l'attente grandissante d'un nouvel ordre social. En Amérique du Nord, les colonies britanniques se sont soulevées contre la couronne, ont proclamé une déclaration d'indépendance et élaboré la Constitution des États-Unis. De manière ironique, c'est Louis XVI qui a apporté aux colons le soutien dont ils avaient besoin pour gagner leur indépendance. Enhardis par les hésitations de leurs souverains et la vague de mécontentement populaire, les députés du tiers-État qui ne peuvent participer réellement au pouvoir décident, lassés de ces tergiversations, de se mettre au travail. Ils prennent le nom d'Assemblée nationale le 17 juin 1789. Mais la situation ne fait qu'empirer et atteint son point culminant le 14 juillet, avec la prise de la Bastille, qui est considérée comme l'événement qui marque le début de la Révolution française. À la prison de la Bastille étaient incarcérés de façon arbitraire des prisonniers politiques sur la base d'actes d'inculpation royaux. On y stockait également de grandes quantités de munitions et de poudre. Le roi a fait venir autour de Paris des régiments qui avaient pour but de converger vers Versailles pour dissoudre l'Assemblée et pour éviter les troubles dans Paris. Dès le 13 juillet au soir, ça commence à chauffer et on se forme en petit comité. On veut des armes, naturellement pour se défendre contre cette armée qui est supposée arriver dans Paris. Et pour trouver des armes, eh bien, il y en a où ça, dans les arsenaux et notamment à la Bastille. Les émeutiers marchèrent sur l'ancienne forteresse après s'être emparés de fusils aux Invalides. Quand le commandant de la place vit l'ampleur de la foule soutenue par les gardes français en pleine mutinerie, il ouvrit les portes de la Bastille pour éviter un massacre général. Mais les combats reprirent néanmoins, peut-être à cause d'un malentendu. 98 assaillants et un seul défenseur moururent dans l'enceinte même de la prison. Mais par la suite, des personnages officiels ainsi que le gouverneur de la Bastille, M. de Launay, furent assassinés et leurs têtes brandies au bout de pique.
La prise de la Bastille était un acte symbolique qui marquait la fin du despotisme. La défiance vis-à-vis de la monarchie et de ses institutions a finalement conquis les esprits et permis au peuple français d'imaginer un nouveau gouvernement, fondé non plus sur une tradition historique, mais sur une loi naturelle, les droits universels des hommes et des citoyens. Dès que la nouvelle des violences parisiennes se répand, les aristocrates commencent à fuir. Certains pensent que la reine, la plus détestée de tous les membres de la famille royale, devrait elle aussi quitter le pays. Mais Marie-Antoinette tient à rester aux côtés de son époux. La cité royaliste de Metz est envisagée comme pouvant être un havre de paix pour la famille royale. Et Louis est presque résolu à partir quand son frère l'en dissuade. Il regrettera plus tard sa décision, car jamais il ne retrouvera une telle opportunité. Le roi et la reine, en larmes, disent adieu à leurs proches conseillers, à leurs amis et à leur famille. Puis Louis part pour Paris pour ramener le calme. Il est reçu sur les marches de l'hôtel de ville par les nouvelles personnalités officielles. Il est, ma foi, bien accueilli à Paris par Bailly, qui lui offre à boire solennellement et qui lui met sur son chapeau la cocarde tricolore, c'est-à-dire le rouge et le bleu des couleurs de Paris et le blanc de la monarchie. Les couleurs bleu, blanc, rouge sont nées ce jour-là, quand tout le monde a déclaré, lorsque Louis XVI a porté un toast, « Le roi boit ». Après les fastes de la cérémonie, l'Assemblée nationale réduit les pouvoirs du roi et s'attelle à préparer la Constitution. Après la capitale, les troubles gagnent la province. La grande peur se répand à travers la France. La pénurie de céréales et la promesse de réduire les impôts provoquent des révoltes paysannes dans tout le royaume. Après la prise de la Bastille, il y a eu une véritable panique dans les campagnes françaises. La panique venait de rumeurs que l'on colportait, comme quoi il y avait une sorte de complot aristocratique qui allait aboutir à des massacres de paysans. Les paysans, notamment, qui n'ont plus rien, il n'y a plus de récolte, il n'y a plus rien, vont commencer à mettre les châteaux à feu et à sang. C'est-à-dire à brûler les archives des châtelains, parce que comme ça, il n'y aura plus de traces de propriété de telle terre ou de telle terre, ils seront enfin libérés. Les rapports affluent vers l'Assemblée. Au cours de la nuit du 4 août 1789, les députés des trois ordres réagissent en proposant une réforme totale du système. En plus de l'égalité devant la loi, de la liberté de la presse et de la tolérance religieuse, ils votent l'abolition des privilèges de la noblesse et du clergé, qui constituent le principe fondamental de la société française depuis le Moyen Âge. Il faut dire qu'il avait fait chaud, très chaud, dans la soirée du 4 août, et quand ils ont tous décidé d'abolir leurs privilèges, ils avaient tellement bu qu'ils étaient ivres-morts. Ça s'est fait un peu sous le culte de Bacchus, cette abolition des privilèges. Au cours des 2 années qui vont suivre, l'objectif premier de l'Assemblée constituante sera de peaufiner les articles de ce décret et de préciser le rôle du roi. Mais le 26 août 1789 est votée la Déclaration des droits de l'homme, préfiguration de la nouvelle Constitution qui devra transférer le pouvoir du roi à la nation. À l'automne, les atermoiements du roi ajoutent à l'incertitude de sa situation. Comme on lui a accordé un droit de veto, il refuse de ratifier les décisions du mois d'août. Il exige davantage de temps pour revoir ce qu'il considère comme une agression portée à son autorité. Il précise qu'il désire conduire les affaires étrangères et avoir ses propres ministres. Puis il fait venir son régiment de Flandre pour assurer la sécurité de sa famille. Un bal est donné à Versailles pour célébrer l'arrivée des soldats, ce qui est considéré comme un affront délibéré au nouveau régime. Ce régiment a été fêté dans Versailles, a été fort bien accueilli, et la rumeur s'est propagée à Paris que le roi allait vouloir reprendre un pouvoir absolu par la force. 4 jours plus tard, la vie à Versailles conserve un semblant de normalité. La reine est dans son petit Trianon et le roi est sorti chasser dans les bois au-dessus de Meudon, quand la nouvelle arrive de Paris qu'un groupe de quelques milliers de femmes mécontentes de la cherté de la vie marche sur Versailles. Ce sont les femmes de la Halle qui ont marché sur
Versailles. Les femmes de la Halle, avec évidemment des troupes populaires extrêmement nombreuses. Il y avait aussi beaucoup d'hommes, mais les femmes étaient au premier rang. Les femmes sont venues devant le château de Versailles pour réclamer du pain. En moins de 4 heures, elles sont aux portes du château. Louis est rentré à cheval à toute allure. Marie-Antoinette a regagné le château sans savoir qu'elle ne verrait jamais plus son charmant refuge du Trianon. Versailles est un palais ouvert et difficile à sécuriser. La famille royale n'a que le temps de fuir. Encore une fois, Louis ne parvient pas à prendre la décision qui s'imposerait. 1 heure après son retour, la foule en colère force les portes du palais. Les femmes ont rameuté en chemin de nombreux hommes et des brigands armés. Le manque de céréales persistant, leur premier objectif est d'obtenir du blé pour nourrir leur famille. Poussées par les révolutionnaires ou prises dans l'exaltation générale, elles manifestent leur hostilité envers la reine. Peu après, un garde du corps parvient à en avertir l'une des suivantes de la reine. Marie-Antoinette n'a que quelques secondes pour se glisser hors de sa chambre par un passage secret avant que des insurgés en furie ne fassent irruption et ne saccagent son lit. La foule rassemblée dans les jardins réclame le roi, puis la reine. Son époux à ses côtés, Marie-Antoinette se présente calmement au balcon pendant 2 minutes. Des mousquets sont brandis dans sa direction, mais elle reste impassible. Une voix lance « Le roi à Paris !» Et ce cri est repris par la foule, qui pense que la présence du souverain dans la capitale assurerait l'approvisionnement en pain. Louis accepte de se rendre à Paris pour éviter une effusion de sang. Vers la mi-journée, une cohorte s'est formée autour du carrosse royal précédé de la garde nationale. Suivent les femmes venues jusqu'à Versailles le matin. À l'arrière, enfin, des carrosses transportent quelques courtisans. Le palais de Versailles ne sera plus jamais habité. C'est le grand transfert de ce qui sera appelé le transfert du roi, de la reine et du petit mitron, parce qu'il y a là le petit dauphin qui les accompagne. Et ils se sont installés, on peut dire de force, dans le palais des Tuileries. Là, les Parisiens avaient l'impression que le roi ne leur échapperait plus, qu'il n'y aurait pas de complot royaliste, de complot aristocratique. Le roi était entre leurs mains. Marie-Antoinette est choquée par le meurtre brutal de 2 de ses gardes et ce qu'elle ne peut que considérer comme une tentative d'assassinat. On dit que ses cheveux devinrent blancs en l'espace d'1 nuit. Louis ne le montre pas, mais il est profondément atteint par ce déménagement de la cour et par la signature de décrets que l'Assemblée lui impose dans les jours suivants. Bien que la famille royale soit en résidence surveillée, la vie au palais des Tuileries est étrangement normale. Durant l'année 1790, le roi et la reine se montrent soumis et patients. Louis XVI et Marie-Antoinette se retrouvent enfin l'un avec l'autre. Il n'y a plus de folles soirées à Trianon, il n'y a plus rien. C'est un couple qui va finir peut-être même par s'aimer. La vie de la famille royale, à partir de 1791, devient de plus en plus étriquée au sein des Tuileries. La surveillance est plus grande et surtout, les soutiens du trône ont complètement fait défaut au souverain. Là, on peut parler d'une véritable fuite, d'une véritable trahison des soutiens légitimes de la monarchie, le haut clergé, la haute noblesse. Le nouveau pouvoir politique teste la capacité du roi à se plier à la nouvelle situation. Du fait de la disparition de la religion d'État, il est impossible pour Louis de se rallier à l'Assemblée et d'être en accord avec sa conscience. Louis XVI, à qui chaque jour on propose un plan, ne veut pas. Il dit mais non, le peuple m'aime et me conservera. Et bon, il est encore une fois un petit peu innocent, le cher Louis XVI, parce que le peuple n'a plus envie du tout de le conserver. Il lui est permis de se divertir en allant chasser autour de sa demeure de Saint-Cloud. Aussi fait-il coïncider ces moments de répit avec des retraites religieuses. Il évite ainsi d'utiliser les services d'un prêtre qui aurait prononcé le serment exigé par la constitution civile du clergé. Mais alors que le roi se prépare à partir pour Saint-Cloud pour la semaine pascale, une foule encercle le carrosse familial dans les jardins des Tuileries et l'empêche d'avancer.
Lafayette ne commande plus ses troupes. Certains gardes, sous l'influence de la population, refusent d'ouvrir le portail. Louis XVI finit par passer la tête à la fenêtre du carrosse et dit « Il serait étonnant qu'après avoir donné la liberté à la nation, je ne fusse pas libre moi-même. » Marie-Antoinette aussi lance un appel à la foule, mais elle est insultée en retour. Au bout de 2 heures, la famille regagne ses appartements. C'est cette humiliation qui va les amener à entreprendre la fuite restée célèbre. Fuir à l'étranger n'était pas la bonne réponse. Le roi allait être considéré comme un traître ou comme le responsable d'une guerre civile. Il n'approuvait pas non plus l'idée qu'on vienne sauver sa famille par la force, pensant que cela présenterait trop de risques. Tandis que les souverains tentent de gagner à leur cause l'aile royaliste de l'Assemblée, Louis adhère sous la pression de Marie-Antoinette à l'idée de s'enfuir secrètement de Paris. Il ne voulait pas pourtant, lui, mais on le force. On le force. Qui le force? Eh bien, les royalistes, notamment M. de Fersen, qui prépare l'expédition. M. de Fersen, qui est vraisemblablement l'amant, pas seulement l'amant de cœur, mais il a certainement été l'amant de Marie-Antoinette, au sens biblique du terme. Je crois qu'on ne peut absolument pas parler de tentative de fuite. C'est un projet qu'il faut qualifier du voyage à Montmédy, qui est orchestré par le souverain pour appeler autour de lui tous les partisans de cette monarchie constitutionnelle qu'il voudrait instaurer. Il s'agit de se rendre en coche jusqu'à Montmédy, à 250 km de Paris, en passant par Châlons. Le coche est assez grand pour accueillir le roi, la reine, leurs 2 enfants, la sœur du roi, la princesse Élisabeth et les gouvernantes des petits. On met en place une protection militaire pour la seconde partie du voyage. Depuis Montmédy, le roi pourra restaurer son autorité et réorganiser son royaume. Le beau comte suédois Axel de Fersen, proche confident de la reine, bâtit un plan avec les souverains. Des messages codés franchissent les grilles des Tuileries grâce à des émissaires de toute confiance. Continuant à vivre jusqu'au dernier moment comme si de rien n'était, les membres de la famille royale revêtent des déguisements et se glissent hors des Tuileries vers 22h le 20 juin. Ils voyagent pendant 18 heures, ne s'arrêtant que brièvement pour changer de chevaux. Ils ont quitté Paris plus tard que prévu et ont perdu un temps précieux à réparer une roue. Quand enfin ils aperçoivent le village, au-delà duquel ils pourront bénéficier d'une protection militaire, ils se détendent. La partie du voyage sans escorte s'est parfaitement déroulée. Dans la seconde partie du trajet, un nombre incroyable d'erreurs et de malchances vont survenir. Les voyageurs épuisés arrivent à l'étape prévue, mais n'y trouvent pas trace de leur future escorte. Quelques heures plus tôt, la présence de troupes dans le village avait éveillé la suspicion des habitants. Ne voyant toujours personne 2 heures après le rendez-vous fixé, le jeune colonel royaliste, le duc de Choiseul, qui avait pour mission de coordonner les différents détachements, pensa que le plan avait échoué. Et à partir de là, tout va à volo. Le roi est reconnu dans la ville suivante par un homme du nom de Jean-Baptiste Drouet. Les dragons stationnés là pour protéger le roi sont encore dans le village, mais démobilisés. Ils sont occupés à boire. La famille royale continue seule et atteint Varennes vers 23 heures, après 24 heures de route. Le roi et la reine ne sont plus qu'à une 50aine de kilomètres de leur destination, où les attend le général Bouillé. Mais les chevaux qu'ils devaient trouver dans la partie haute de la ville ont été laissés par erreur dans la partie basse. En cherchant à les retrouver, le roi et ses cochers attirent l'attention. Ils sont arrêtés alors qu'ils tentent d'atteindre la ville basse et forcés de passer la nuit là jusqu'à ce que la situation soit réglée. Bientôt, leur identité est dévoilée, mais ils gardent l'espoir de poursuivre leur route le lendemain matin.
Quand le duc de Choiseul arrive enfin avec sa compagnie, il entre dans la chambre où dorment les enfants et propose au roi de fuir à cheval. Louis considère que c'est trop risqué et forme l'espoir que le général Bouillé, informé de son arrestation, arrive à temps. Au matin, il est trop tard. La nouvelle de la fuite du roi est parvenue jusque dans les provinces. 6000 hommes armés se sont rassemblés à Varennes. Le roi reçoit de l'Assemblée l'ordre de revenir à Paris. Il aurait suffi qu'un seul de ces incidents soit évité pour que cette tentative de fuite humiliante touche à son but. Le roi et la reine n'ont pas bien mesuré l'ampleur des forces à l'origine de la Révolution. Ils imaginaient que la population prendrait leur parti. Ils découvrent à Varennes, et tout au long de la route qui les conduit à Paris, que l'opinion publique est profondément favorable à la nouvelle Constitution. Les gens barrent le passage du coche avec leurs charrettes, hurlent des insultes et menacent de recourir à la violence. Malgré les espoirs envolés et la certitude d'être soumis à un traitement plus rigoureux à leur arrivée, la reine recommande à tous de faire bonne figure. La fuite à Varennes provoque une poussée républicaine. Beaucoup considèrent désormais Louis XVI comme un traître. Aux Tuileries, la surveillance se resserre. L'aile gauche des Jacobins réclame la déposition du roi et l'instauration de la République. Mais la majorité des délégués est toujours en faveur d'une constitution qui sera bientôt achevée et du roi. Le mois suivant, Louis est proclamé roi des Français et la monarchie constitutionnelle est officiellement établie. Bien qu'il soit toujours prisonnier, Louis choisit d'accepter la Constitution et d'exercer en toute conscience la fonction royale. Il s'adresse à l'Assemblée législative nouvellement élue et son discours est reçu chaleureusement. Il semble que le système constitutionnel soit voué au succès. Les chefs révolutionnaires auraient alors pu mettre un terme à leur mouvement et déclarer qu'ils avaient atteint leur but, à la satisfaction de tous. Mais en réalité, la France est sur le point de connaître la plus grande crise de son histoire. Le nouveau gouvernement est faible et vulnérable. Le caractère plus jeune et plus radical de la nouvelle Assemblée législative pousse un groupe de députés républicains à lancer une nouvelle campagne antimonarchiste. Quand l'Assemblée produit des décrets d'une extrême rigueur envers les émigrés et le clergé catholique, le roi y oppose son veto au motif qu'il viole la Constitution. On s'acheminait progressivement vers une monarchie constitutionnelle, mais le roi avait quand même, on lui avait accordé un droit de veto. Et très maladroitement, il va en réclamer deux. On propose de dissoudre la garde royale, sa garde personnelle, il s'y oppose. Bon. Et on propose également de créer un ordre de prêtres sermentaires, c'est-à-dire que les prêtres ne dépendraient plus de Rome, les prêtres constitutionnels, mais dépendraient de la Révolution. Et le roi s'oppose également à ça. Alors évidemment, il est devenu Monsieur Veto et on n'a pas tenu compte de son avis. En réponse, le parti radical des Jacobins se tourne vers les journaux qui lancent contre les souverains une violente campagne de calomnie telle qu'on n'en avait encore jamais vue. Le plus connu de ces publicistes est Jean-Paul Marat, qui déclare publiquement vouloir que la France soit plongée dans un bain de sang. Louis XVI est décrit comme un âne et un ivrogne, indifférent à son peuple, comme un tyran, alors que ce sont les Jacobins qui sont à deux doigts d'instaurer la tyrannie. Le roi ne voit qu'une façon de protéger la vie des membres de sa famille. Il lui faut prendre contact avec les autres souverains d'Europe et les convaincre d'intervenir tous ensemble en sa faveur. Submergé par la situation et n'ayant plus le droit de faire de l'exercice, ce qui l'aidait à calmer sa dépression, Louis reste des jours entiers prostré dans le silence. Marie-Antoinette endosse alors la fonction de diplomate. Elle rédige des lettres, les encode minutieusement et les fait sortir de son palais, devenu prison. Répondant à l'appel du roi, le roi Gustave de Suède se montre impatient de l'aider, mais Léopold II d'Autriche, frère de la reine, traîne les pieds. En 1792, la situation dégénère rapidement. Une foule en colère prend d'assaut le palais.
La famille royale échappe à l'incident sans dommage, mais il est clair que la garde nationale offre maintenant moins de résistance aux insurgés. Malgré leurs dissensions, les patriotes qui ont embrassé la cause de la liberté restent sourds aux critiques de l'étranger. Ils veulent entrer en guerre contre l'Europe. Louis XVI n'a pas d'autre choix que de déclarer la guerre. Et bientôt, l'Autriche et la Prusse lancent une attaque contre la France. Ce que voulaient le roi et la reine lorsque la guerre a été déclarée en avril 1792, c'était que les armées autrichiennes et prussiennes arrivent à Paris pour les restaurer dans leurs anciens droits. En août, les Parisiens en viennent à soupçonner Louis XVI de collaborer avec la coalition étrangère. La défiance envers la cour se transforme en véritable insurrection. On a pensé qu'il y avait connivence entre lui et son beau-frère, l'empereur d'Autriche. Et au mois d'août 1792, lorsque le généralissime des armées alliées, le duc de Brunswick, a lancé un manifeste pour dire que les Parisiens seraient écrasés si jamais on touchait un seul cheveu du roi et de la reine, ça a été le signal d'une journée qui a vu la chute de la monarchie, c'est-à-dire la journée du 10 août 1792. Le 10 août 1792, une manifestation s'organise dont l'objectif est de détrôner le roi. Les Parisiens prennent le contrôle de l'hôtel de ville, puis des milliers d'entre eux envahissent le palais des Tuileries. Une fois encore, les souverains sont au cœur de la tourmente et leurs jours sont en danger. La garde nationale se mutine et laisse les gardes suisses défendre seuls la cour. Ne sachant à qui se fier, le roi quitte le palais avec les siens et décide de se retirer sous la protection de l'Assemblée, réunie non loin de là au jeu de paume. Arrivé parmi les députés, il se place auprès du président et dit « Je suis venu ici pour éviter un grand crime et je me croirai toujours en sûreté avec ma famille au milieu des représentants de la nation. » Le jour du 10 août, Louis XVI a toujours ce même comportement légaliste. Le pouvoir qu'il détient, il ne peut pas l'abdiquer. Il se porte donc tout à fait naturellement auprès des députés qui sont les garants précisément de cette constitution qui a été votée, qu'il a voulu. Pendant que la foule hurle au dehors, l'Assemblée discute du sort de la monarchie. Les débats dureront 3 jours. Les députés extrémistes, responsables de l'insurrection, font pression sur les modérés et obtiennent que soit votée la remise de la famille royale au chef de la Commune de Paris. Le roi est alors arrêté et transféré avec les siens à la prison du Temple. Le carrosse royal se dirige vers la maison du Temple, où Marie-Antoinette pense être logée dans la partie qui ressemble à un palais. Le jeune Mozart s'y est produit 3 ans plus tôt, devant le prince et la princesse de Conti. Mais la famille royale est conduite dans la petite tour-prison de la forteresse édifiée au Moyen-Âge par les Templiers. Après la chute de la monarchie le 10 août 1792, l'Assemblée législative s'est autodissoute et elle a considéré qu'il fallait de nouvelles élections qui devaient aboutir à la réunion d'une nouvelle Assemblée qui était l'Assemblée de la Convention. Moins de 2 semaines plus tard, l'Assemblée législative remet son autorité à la Convention nationale nouvellement créée. Ses membres comptent des radicaux comme Maximilien Robespierre, Jean-Paul Marat, Georges Danton et Camille Desmoulins. La Convention se réunit pour la première fois le 21 septembre 1792. Le lendemain, la monarchie est abolie et la France devient une république. Mais maintenant, que faire du roi ? Maximilien Robespierre dit « Louis doit mourir, parce qu'il faut que la République vive ». Thomas Paine, révolutionnaire américain élu député à Paris, propose que le roi qui a soutenu la cause des indépendantistes aux États-Unis soit envoyé en exil. L'armée alliée, pendant ce temps, avance vers Paris
et l'on redoute son arrivée dans la capitale, mais il est arrêté à Valmy le 20 septembre 1792. Les Prussiens, jugeant que la guerre risque d'être longue et coûteuse, se retirent. Le roi est séparé de sa famille et prend des avocats pour défendre sa cause. Il ne faudrait pas croire que, comme on le voit très fréquemment représenté dans les gravures du XIXe siècle, que Louis XVI rêvait d'être en quelque sorte le deuxième saint de la famille après Saint-Louis et qu'il se réjouissait de son martyre. Non, il a véritablement la volonté de se défendre avec son avocat Malesherbes et son conseil, et donc il travaille activement à sa défense. Il est jugé pour haute trahison et finalement déclaré coupable. Louis XVI est condamné à mort avec une voix seulement de majorité. La veille de son exécution, il rend visite à sa famille, accablé de douleur. En s'adressant à son fils pour la dernière fois, il lui demande de ne pas venger sa mort, mais de pardonner et d'aider la France à connaître des jours meilleurs. Le 21 janvier 1793, Louis XVI, désigné maintenant sous le nom de Louis Capet, monte les marches qui le mènent à la guillotine. Il entame un bref discours qui est couvert avant la fin par le roulement des tambours avant d'être décapité. Sa mort marque le début du règne de la terreur. On ne va pas simplement guillotiner le roi, mais on va aussi s'en prendre à toutes les têtes à particules, toute la noblesse, celle qui ne s'est pas enfuie, parce qu'il y en a qui, dès le 14 juillet 89, ont rejoint des pays étrangers. Mais ça va être la période des règlements de compte. On sait par exemple que Danton avait déclaré « Il faut que le sang des aristocrates coule dans les ruisseaux de Paris comme l'eau de la pluie ». La terreur est une période de la Révolution, brève mais sanglante, où la France est gouvernée par un pouvoir d'exception. Robespierre, qui en est une des figures importantes, a pour but de purger la nation de tous ceux qui sont susceptibles d'agir contre les intérêts de la République. Il promet de liquider tous les vestiges de l'Ancien Régime. Et la suivante sur la liste est la reine. Pendant 6 mois, Marie-Antoinette, ses enfants et la princesse Élisabeth gardent l'espoir d'être sauvés. Puis la reine est séparée de son fils, qui est placé sous la surveillance d'un couple de gardiens du temple. Peu après, Marie-Antoinette est transférée à la conciergerie, prison médiévale sombre, froide et humide. Ceux qui assistent à son procès sont choqués en voyant à quel point la reine a changé. Sa santé s'est détériorée au cours de ces longs mois de captivité et elle souffre d'hémorragies fréquentes, sans doute provoquées par un cancer de l'utérus. Durant ce procès humiliant, Marie-Antoinette montre une très grande force de caractère et une présence d'esprit remarquable. Elle supporte les 2 longues journées d'un interrogatoire pénible sans absorber la moindre nourriture. Le procès a véritablement été pipé, c'est-à-dire que tout était fait à l'avance. Robespierre avait choisi des jurés qui étaient imperméables à toute indulgence. C'est un procès qui est expédié. Les charges qui sont données sont tout à fait presque irrecevables, si vous voulez. On peut parfaitement les démonter assez facilement. On l'accuse d'avoir abusé sexuellement de son fils, ce qui la blesse profondément. Restée calme tout au long du procès, elle ne peut s'empêcher de s'écrier « Si je n'ai pas répliqué, c'est parce que la nature même refuse de répondre à une telle accusation contre une mère. » Marie-Antoinette est confiante à l'issue du procès, mais elle ignore que son sort a été décidé depuis longtemps. Elle est finalement déclarée coupable de trahison. Le jour même, le 16 octobre 1793, on lui coupe les cheveux et elle est transportée à travers la ville dans la charrette des condamnés, vêtue d'une simple robe blanche, jusqu'au lieu d'exécution. Là, la reine est décapitée sous les vivas de la foule.
Elle sera la dernière reine de France. Fidèle à la prédiction de Louis XV, la lignée des rois Bourbons s'éteint. La convergence des crises financières, politiques et sociales a déclenché un élan révolutionnaire et provoqué une transformation complète de l'ordre social. Leur incapacité à comprendre ce phénomène a causé la chute de Louis XVI et Marie-Antoinette, qui, pris dans la tempête, se sont retrouvés aux mains des forces d'opposition. Celles-ci se révélant incapables de trouver un équilibre entre le progrès et la raison, entre la liberté et l'ordre, le roi et la reine avaient peu de chances de survivre à l'insurrection. Avant que le pays retrouve le calme, les souverains perdirent la bataille et durent en payer le prix de leur vie. Alors hélas, je crois que Louis XVI a manqué 2 occasions de rétablir la situation. Bon, sans doute parce qu'il était Louis XVI et qu'il n'a pas su le faire. Mais il est vrai que le 14 juillet de 1790, par exemple, le jour de la fête de la Fédération, sur le Champ de Mars, c'est-à-dire 1 an jour pour jour après la prise de la Bastille, c'était la journée de la grande réconciliation nationale. Et puis hélas, Louis XVI n'a pas su prendre le courant à ce moment-là. Pendant les journées d'octobre, immédiatement, s'il avait suivi les conseils qui lui avaient été prodigués de partir immédiatement pour Rambouillet et ne pas affronter la foule le soir et qui pénètre donc dans le château au petit matin, peut-être que le sort des événements aurait été différent. La sœur du roi fut elle aussi condamnée à être décapitée. La santé du dauphin, que les royalistes reconnurent comme Louis XVII, se dégrada terriblement en prison et il mourut à l'âge de 10 ans, probablement de tuberculose. Seule la dauphine, Marie-Thérèse, survécut à la terreur. Elle fut relâchée à 17 ans dans le cadre d'un échange de prisonniers avec l'Autriche et partit vivre dans sa famille maternelle. 20 ans plus tard, en 1815, durant la brève période de la Restauration, les restes de Louis XVI et de Marie-Antoinette furent exhumés, puis inhumés dans la basilique Saint-Denis, où reposent les rois de France et où un monument funéraire fut élevé à leur mémoire. Les tombeaux de Louis XIV et de Louis XV avaient été détruits au cours de la Révolution. La dimension de ces figures historiques resta longtemps inexplorée à cause de la propagande qui précéda et suivit la Révolution. Mais le temps a permis aux 2 souverains de rester dans les mémoires pour d'autres raisons que leur mort pathétique. Quand on étudie l'ensemble de son règne, on s'aperçoit que Louis XVI était un souverain travailleur, doté de bon sens et de bonnes intentions. Contrairement à ses prédécesseurs, il voulait mettre un frein à la corruption et œuvrait pour la paix. Pendant 15 ans, avant 1789, Louis a donné à la France 6 volumes de nouvelles lois, alors qu'il n'en avait été produit que 2 durant les 59 années de règne de Louis XV. Beaucoup de ces lois visaient à réduire la misère et à en finir avec les injustices. Toute sa vie, Louis XVI n'eut qu'un désir, voir son peuple heureux. Mais son incapacité à y parvenir a sans nul doute contribué au moment de découragement qu'il connut à partir de 1788. Le royaume de France, sous la houlette de Louis XVI, est peut-être le royaume où un arbitrage est possible. Et on le voit à plusieurs reprises dans la diplomatie européenne, au moins à 2 reprises. Les puissances ont fait appel à cet arbitrage parce que le souverain français avait montré des aptitudes qui étaient très éloignées d'un parti, de clan, mais véritablement avec le souci d'un équilibre et de la justice. C'est dans le domaine économique pourtant essentiel dans la vie d'un État qu'il connut son plus grand échec. La Révolution aurait pu être évitée s'il avait su améliorer le niveau de vie du peuple sans s'aliéner la noblesse. Mais tout comme son grand-père, il fut mal secondé. Quand l'insurrection éclata, son éducation et sa personnalité l'empêchèrent de la contrer immédiatement. Louis XVI était un homme modeste, taciturne, calme et persévérant. Or, la situation exigeait un esprit imaginatif, une main ferme et le talent de soulever les foules par le discours. Pourtant, le roi demeura ferme lorsque la question religieuse se retrouva au premier plan. Bien avant les troubles, une nouvelle alliance avait conduit en France la jeune Marie-Antoinette d'Autriche, âgée de 13 ans.
Sa gentillesse, son charme et son élégance ne lui furent d'aucun secours pour gagner le cœur de son pays d'adoption. Le peuple haïssait la reine parce qu'elle venait d'Autriche et à cause des pamphlétistes qui se déchaînaient contre elle. Elle était dépeinte comme un monstre avide de sexe, alors qu'elle fut toujours une épouse fidèle et une mère aimante et attentive. Il ne s'agit pas de la dégager de toute responsabilité. Son manque de jugement est aussi un élément qui contribua à l'avènement de la Révolution. D'abord utilisée par sa famille qui voulait agrandir son empire, puis par ceux qui cherchaient à porter atteinte à son mari, elle ne trouva du réconfort que dans la beauté et les plaisirs. Son extravagance, sa frivolité et en même temps sa recherche d'une apparence simplicité la rendirent célèbre, mais tout cela était à 1000 lieues de la réalité du pays. Cependant, sa faute ne méritait pas la punition qui lui fut infligée. Elle devint une harpie mythique, un monstre représentant la gloutonnerie et la ruine, et perdit la vie au bout du chemin. Elle a été tellement diffamée que dans notre inconscient collectif, elle reste la reine qui a répondu au peuple venu se plaindre de n'avoir plus de pain qu'il mange de la brioche. Une phrase qu'elle n'a sans doute jamais prononcée. La souveraine que l'on rencontre aux Tuileries, que l'on rencontre prisonnière au Temple et plus encore à la Conciergerie, si vous voulez, force véritablement l'admiration. Car il y a là un retournement une tête avant, comme parfois on l'a qualifié, n'aurait pas pu réaliser, bien évidemment. Il y a là l'expression d'une personnalité assez forte, construite, qui mesure ses erreurs et qui, devant l'adversité, se montre d'une dignité exemplaire. Comme si les épreuves la rendaient plus forte, Marie-Antoinette fut profondément transformée par la Révolution. Elle s'éleva à chaque fois qu'une perte lui fut infligée. Elle aimait son peuple par-dessus tout et montra la fermeté et le sang-froid d'une vraie reine. Les Bourbons, en refusant le changement, sapèrent la légitimité de la monarchie. Si ceux qui étaient en charge du pouvoir avaient trouvé des solutions aux graves problèmes qui se posaient à la France, la Révolution aurait pu représenter un tournant historique dans l'évolution de la monarchie, plutôt que sa fin. Au lieu de cela, déçu par ce qu'il pensait être de la duplicité chez son souverain et agressé par la coalition étrangère, le peuple succomba à la peur et permit aux radicaux de prendre le pouvoir. En quelques mois, la confiance qui pendant plus de 8 siècles avait lié les Français à leur monarque fut anéantie. À cause de ces luttes intestines, la France fut coupée de son passé, plongée dans le chaos et transformée en une dictature qui fit couler des flots de sang. Ironiquement, le tiers-État, qui voulait devenir quelque chose, tenta de devenir tout. Et le résultat final fut qu'il se divisa et s'auto-détruisit. Et comme l'on sait, il entraîna dans sa chute le roi et la reine. Ce régicide jette une ombre sur l'histoire de la France. Malgré la tragédie vécue par la famille royale, la terreur et la longue période d'instabilité politique qui suivit, la Révolution, dans son essence, ne désirait que la liberté et l'égalité. Le sacrifice de Louis XVI et de Marie-Antoinette ouvrait la voie d'une nouvelle ère.